Bonjour à tous, bienvenue dans Dimanche en politique, votre émission de débat en Franche-Comté. Nous sommes ce matin au parc des Glacis de Besançon, juste devant la gare Viotte, et nous allons nous intéresser pendant une demi-heure en direct à l'avenir des petites lignes ferroviaires. Car au-delà du statut de la SNCF, au-delà du statut des cheminots, c'est sûrement l'autre bataille du rail à venir. Ligne des Hirondelles, ligne des Horlogers, liaison haute-saônoise. Faut-il maintenir coûte que coûte ces dessertes parfois très peu fréquentées? Faut-il miser sur le bus qu'on nous présente paradoxalement comme moins polluant que le train? Faut-il encore parier sur la concurrence et la privatisation? On va en débattre avec nos trois invités que je vous présente tout de suite. D'abord Michel Neugnot, vous êtes le premier vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté en charge des transports. C'est donc vous qui gérez ce dossier des TER que l'État veut transférer intégralement aux régions. Également sur ce plateau en plein air, Patrick Noblet, vous êtes le vice-président régional de la FNOT, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Vous représentez en quelque sorte ceux qui prennent le train. Et puis un cheminot sur ce plateau, Jean-Christophe Gossard, vous êtes le secrétaire régional CGT cheminot de Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour à tous les trois. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous le savez, hein, cette émission c'est aussi la vôtre. Vous en avez l'habitude. Vous pouvez la commenter sur les réseaux sociaux avec le mot dièse qui s'affiche d'Impol FC comme Dimanche en politique Franche-Comté. Et puis vous pouvez aussi interpeller nos invités, leur poser vos questions sur notre page internet sur le site de France 3 Bourgogne-Franche-Comté. Je me ferai d'ailleurs le relais de vos questions tout au long de ce débat. Alors Michel Neugnot, dans la foulée du rapport Spinetta publié mi-février, le gouvernement a donc présenté son projet de réforme de la SNCF. Édouard Philippe a annoncé vouloir transférer entièrement aux régions la gestion des petites lignes, ces lignes présentées comme coûtant trop cher pour le peu de voyageurs qu'elles transportent. N'est-ce pas là un cadeau empoisonné? Est-ce que finalement l'État ne se décharge-t-il pas des mauvaises nouvelles? C'est-à-dire que ces lignes-là, elles coûtent trop cher pour le peu de voyageurs qu'elles transportent. Déjà, je me permettrai de vous dire que je n'aime pas beaucoup ce terme de petite ligne. Je préfère parler de réseau capillaire. Parce que l'importance d'une ligne, c'est par rapport au nombre d'usagers, de voyageurs à prendre en charge, et non pas dans l'absolu. Deuxièmement, le rapport Spinetta, en ce qui concerne la partie réseau, n'est plus à l'ordre du jour. Région de France s'est battue pour qu'effectivement le rapport Spinetta ne soit pas la base de la loi du gouvernement, notamment sur les infrastructures dans la LOM qui va être mise en place. Troisième élément, ce qui compte pour parler des infrastructures, c'est le rapport du Conseil d'orientation des infrastructures, qui est le rapport présidé par Philippe Duron. Dans ce rapport, nous souhaitons que hiérarchise en fait, le rapport Duron hiérarchise les priorités en termes d'infrastructures de transport. Ça va plus loin que cela, mais on va rester à l'essentiel. Dans ce rapport Duron, il y a 3 scénarios. Nous voulons que ce soit au moins le scénario 2. Et troisième élément sur ces lignes, avant de rentrer dans le détail Bourgogne-Franche-Comté, nous voulons que le contrat de plan en cours, qui actuellement n'est pas... C'est-à-dire l'accord, je précise, c'est le contrat de plan, c'est un accord entre l'État et la région sur les financements, notamment le financement des infrastructures. Des infrastructures ferroviaires. Ce contrat de plan, qui actuellement n'est pas assuré dans son financement. Il manque nationalement 10 milliards pour le faire. Nous souhaitons que le contrat de plan soit fait intégralement et que son financement soit assuré. Voilà donc les bases. Donc le rapport Spinetta, je vous propose de ne pas en parler parce qu'il n'est plus à l'ordre du jour. Et ce que nous avons demandé, le transfert aux régions de la gestion de ces dessertes ferroviaires. Est-ce que c'est un cadeau empoisonné? Est-ce qu'il n'y a pas là une impossibilité comptable de maintenir ces lignes pour les régions? Je ne suis pas d'accord. La demande des régions, compte tenu des circonstances totalement différentes d'une région à l'autre. Vous avez des régions comme la Nouvelle-Aquitaine où ils ont essentiellement un réseau en ligne 7 à 9, dit capillaire. Et cela représente, pour tout rénover, 1,2 milliard. Nous, Bourgogne-Franche-Comté, la part de ces réseaux capillaires par rapport à l'ensemble de notre réseau n'a pas la même dimension. Donc ce qui a été demandé, c'est de pouvoir travailler dans le temps avec le gouvernement et avec SNCF Réseau pour traiter l'affaire région par région.
Et nous allons rentrer dans le détail, si vous voulez, pour dire comment ça va se passer et comment ce sera possible comptablement de tenir et de maintenir l'activité sur toutes les lignes que nous avons. Je dois vous dire que pour crédibiliser notre parole, nous sommes une des seules régions à avoir créé une nouvelle ligne avec la ligne au niveau de Belfort-Delne que nous mettons en place. Patrick Noblet, le Premier ministre Édouard Philippe, disait que les Français, qu'ils prennent le train ou non, paient de plus en plus cher pour un service public qui marche de moins en moins bien. Y a-t-il, selon vous, un problème de coût par rapport au service? Est-ce que vous êtes d'accord avec le Premier ministre? Vous savez, le transport ferroviaire, c'est un système intégré, c'est très compliqué à gérer. Et effectivement, il faut de l'argent pour le faire fonctionner. Donc, on est en plus dans un système où le coût pour l'usager est très différent en fonction du train qu'il prend. Hein. S'il prend un TGV ou un TER, c'est tout à fait différent là, en matière de tarification. Donc, est-ce que le train coûte trop cher? Je ne pense pas. Le train ne coûte pas trop cher. Il faut bien se rendre compte que l'infrastructure ferroviaire, elle n'est assurée que par l'argent public, contrairement au domaine routier. Est-ce que c'est un modèle économique viable, justement? Sans doute, oui. La seule activité ferroviaire rentable pour la SNCF, ce sont quelques lignes TGV, il faut bien le dire. Tout le reste, c'est financé par l'argent public. Donc on va continuer comme ça, il faut pas rêver. Donc il faut mettre toujours un peu plus d'argent dans le train. Ce que je voudrais dire, simplement, en dehors, je crois que vous avez sous-titré votre émission La bataille du rail. Alors, je ne sais pas si c'est une bataille, mais en tout cas, ce qui se joue en ce moment, c'est l'avenir de l'entreprise historique et l'avenir du ferroviaire, du chemin de fer. C'est très important et ça ne peut pas se faire en quelques semaines. Ça, il faut le dire. Donc les usagers, ce qu'ils demandent, c'est d'une part une négociation sérieuse et pas une concertation comme ça se fait maintenant. Ensuite, on sera très vigilant sur la qualité de l'information si on doit aller au conflit. Et on exigera un plan de transport qui soit affiché 24 heures avant, de manière à ce que les usagers puissent prendre leurs dispositions. Jean-Christophe Gossard, la théorie, on va dire, du gouvernement en ce moment, c'est que c'est finalement le statut de cheminot qui plombe en quelque sorte la compétitivité de la SNCF. Que propose votre syndicat pour sauvegarder l'intégralité du réseau et notamment ces petites lignes? Alors vous n'aimez pas tous ce terme-là, mais c'est le terme qui a été employé et par le gouvernement et par le fameux rapport Spinetta. Alors d'abord, le statut n'est pas responsable des dysfonctionnements et de la dette. Ça, c'est une chose. Ensuite, moi je voudrais revenir sur les propos de M. Neugnot sur le rapport Spinetta, on n'en parle plus. Ben non, on en parle. Pourquoi? Parce que déjà, dans les premières pages du projet de loi, il est cité comme la référence. Donc, lorsque ça fait un tollé sur les 9000 km de ligne, il est cité, monsieur, dans le projet de loi, je l'ai ici, je vous donnerai le verbatim comme vous aimez le dire. Le projet de loi, donc le rapport Spinetta est cité de manière importante dans les deux premières pages. Dans le rapport Spinetta, effectivement, il y a 9000 km de ligne qui étaient pointés du doigt. Le Premier ministre, quand il a vu un peu le tollé que ça faisait, notamment dans la ruralité en région, a dit non, ce ne sera pas la réforme des petites lignes. Nous, on appelle ça, la CGT, je dirais des lignes régionales de proximité, puisque les petites lignes, c'est vrai que c'est un terme un peu, je dirais, péjoratif. Et donc, effectivement, on ne décide pas des fermetures à Paris, ce qui sous-entend que, en gros, le gouvernement va donner le sale boulot de sous-traitance aux régions. L'engagement qui est pris sur le financement, c'est 1,5 milliard. C'est d'ailleurs repris dans le dossier de presse. Sur notre région, M. Neugnot a parlé de Belfort-Delne, tout ça, les engagements qui sont pris, c'est jusqu'en 2020. Le CPER 2015-2020. Après, on n'a aucune visibilité. Voilà. Monsieur Neugnot, on parle ici, je le disais en ouverture d'émission, de la ligne des Hirondelles qui traverse le Jura de part en part, de la ligne des Horlogers qui relie Besançon au Doubs jusqu'à la Suisse. On parle aussi des liaisons en Haute-Saône. Que compte faire la région de ces lignes? Est-ce que vous leur réservez le même avenir, par exemple, qu'au Oyonnax-Saint-Claude, où il n'y a plus de train depuis quelques semaines maintenant, parce que ça coûtait trop cher? Au Oyonnax-Saint-Claude, c'est pas parce que ça coûtait trop cher. On y verra, c'est pas sur notre région, mais je voudrais déjà dire quelque chose.
Ce débat permet déjà d'expliquer comment ça fonctionne. Je veux bien que vous répondiez à ma je question aussi. Je réponds à votre question. C'est-à-dire, vous avez cité la ligne des Hirondelles. Est-ce que les Bourguignons-Franc-Comtois savent quelle est la proportion payée par l'État dans le cadre du contrat de plan de cette ligne des Hirondelles? Très peu. L'État ne paye que 5%. Le reste est payé par SNCF Réseau et la région. 7,5% et 87,5% pour Donc la question, c'est bien celle que je vous posais tout à l'heure et sur laquelle vous avez éludé, c'est est-ce que vous avez les moyens? La ligne des Hirondelles, nous avons prévu de travailler, nous avons prévu de la sauver. Mais le problème, on rentre dans toute la problématique de SNCF Réseau, c'est que le calcul des coûts, les charges en faisant passer par la grande mécanique SNCF Réseau qui est nécessaire pour les grands chantiers, sur ces lignes-là, à mettre des coûts exorbitants. Nous avons fait des calculs et d'autres régions l'ont fait. Si nous faisons comme dans le fret, c'est la possibilité que les régions commandent directement aux entreprises qui réalisent les travaux, vous pouvez diminuer le coût de 30 à 40%. Et en diminuant le coût de 30 à 40%, la part de la région, aussi bizarre que cela puisse paraître, va s'en trouver diminuée. Donc il y a un autre modèle économique à trouver. Et quand nous disons que les régions sont favorables à cet autre modèle économique et sont prêts à prendre parti. Sur la ligne des horlogers, il y a 12 millions de travaux qui sont faits actuellement. Nous allons ramener 20 millions de plus dans le cadre du contrat de plan pour accélérer. Nous avons obtenu la possibilité par les Suisses de continuer avec notre matériel, de desservir la Suisse jusqu'en 2030. Parce qu'il y a qu'il y avait un risque d'incompatibilité. Non, c'est réglé. C'est réglé. Oui, nous avons passé un accord international avec les Suisses pour ce faire. Savez-vous que les Suisses interdisent l'utilisation du diesel à partir de 2022? C'est un sujet que j'aborderai certainement tout à l'heure. Donc, les lignes que vous avez citées, nous allons continuer d'investir dedans. Nous allons les maintenir. Et pour vous dire, dans la ligne des horlogers, nous avons mis au mois de décembre, une desserte entre Val d'Aon et Besançon supplémentaire. Au mois de décembre prochain, nous allons remettre une desserte supplémentaire en direction de la Suisse. Donc, nous montrons à travers cela que nous croyons au train, que nous voulons le développer, mais le modèle est à bout de souffle, il faut le rénover, il faut faire preuve d'un peu de capacité à modifier les choses, et c'est à ce prix que nous défendrons le modèle ferroviaire et que nous le sauverons. Patrick Noblet, les promesses, les déclarations d'intention du vice-président de la région, ça vous satisfait? Écoutez, on était satisfait dans le cadre du contrat de plan État-région des 6 millions qui ont été engagés sur la ligne des Hirondelles, mais il en faudrait 4 ou 5 fois plus pour la pérenniser. Naturellement. Oui. Donc, et nous le ferons. Donc on est tout à fait favorable au maintien de ces lignes, évidemment. Et on croit, nous, à l'effet réseau et au maillage global du réseau, c'est-à-dire les lignes périphériques ou les lignes capillaires qui rabattent sur les lignes principales des usagers ou du fret. Ce que je voudrais dire à M. Nognaud, quand même, quand il parle de la ligne des Hirondelles, il y a déjà une partie qui a été amputée entre Oyonnax et Saint-Claude. Certes, c'est une décision du Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, mais M. Nognaud s'y est pas opposé, au contraire. Et justement, il a encouragé. Justement, il y a des bus maintenant entre Oyonnax et Saint-Claude. C'est important. Laissez-moi terminer, monsieur Nognaud. Laissez-moi terminer. En plus, vous parlez de modèle économique. Votre modèle économique pour la ligne des Hirondelles, c'est le tourisme. On n'a pas attendu la nouvelle région pour développer le tourisme. Vous savez, les offices de tourisme de Dole. J'ai parlé de nouveaux modèles économiques pour réaliser les travaux. Je n'ai pas parlé d'exploitation. Nous sommes en train de parler actuellement des travaux à réaliser. Il faut un autre modèle économique pour réaliser les travaux. Le reste, on pourra en parler tout à l'heure. Il faut une autre offre de service en dehors du tourisme. Pour amener une offre de service nouvelle, il faut que les lignes soient en bon état. Vous ne pouvez pas amener. Il y a un ordre des choses. C'est le préambule, évidemment. Il y a Christophe qui nous a envoyé une question et qui vous dit, puisqu'on en parle beaucoup, et c'est le cas sur Oyonnax-Saint-Claude, c'est des bus à la place des trains dorénavant. Et Christophe nous dit, si un jour le train vient à disparaître pour le bus, alors je prendrai ma voiture. Le bus n'est pas confortable, il est fatigant, on ne peut pas travailler à l'intérieur. Jean-Christophe Gossard, comment vous réagissez à cette perspective de remplacer par endroit les trains par des bus? Est-ce que finalement le bus, c'est pas une solution à moindre coût et plus écologique? On nous l'a présenté aussi comme plus écologique sur des lignes où il y a très peu de voyageurs. Alors pour la CGT,
le bus doit être une complémentarité du rail. Ça doit être, et non pas une mise en parallèle de la ligne ferroviaire. Hein, ce que d'ailleurs font les cars Macron, on pourrait dire les cars présidentiels. La chose qui est importante aussi, c'est ce qu'a dit M. Noblet sur la cohérence nationale du maillage du réseau. Aujourd'hui, M. Neugnot peut dire Belfort-Del 10 millions et c'est très bien. On est d'accord avec tout ça. 10 millions, 100 millions. 10 millions au comptant de plan État-région de financer jusqu'en 2020, c'est très bien. Mais quelle pérennité derrière 2020 ? Et on parle du routier. Parce que vous nous avez dit dans vos questions, le train coûte-t-il trop cher ? Mais le routier, regardons un peu aussi le routier. On n'oppose pas les modes entre eux. Hein. On est pour une complémentarité, que ce soit ferroviaire, fluvial, aérien et routier, y compris dans le fret marchandises. Mais il y a 16 milliards d'euros par an d'entretien du réseau routier et des investissements. La pollution coûte 100 milliards par an, dont 75% qui sont dus au transport. Donc quand Jean-Cyril Spinetta nous dit que le bilan routiers, écologique des petites lignes est très mauvais, voilà, il faut comparer ce qui est comparable. Il faut regarder, il faut comparer. 37 milliards d'euros qui sont dus malheureusement aux accidents de la route, avec 3600 600 décès en 2016 et plus de 72 000. Les bouchons qui coûtent 20 milliards d'euros, effectivement, c'est facile de dire le rail coûte cher, mais il répond aussi à un aménagement du territoire, à l'industrialisation, il répond aussi à une demande écologique, environnementale, et la question du fret ferroviaire qui est souvent pas traité ou maltraité par les médias est aussi centrale. Il n'y a rien dans cette réforme sur le fret ferroviaire. Et le fret ferroviaire, la relance du fret ferroviaire permettrait aussi sur ces lignes régionales de proximité, sur l'ensemble des lignes, aussi de diminuer le coût d'entretien par rapport au tonnage. Le fret a été ouvert à la concurrence il y a plusieurs années maintenant. Ce sera aussi le cas pour les transports de voyageurs très bientôt. Michel, j'aimerais qu'on avance et qu'on parle de cette ouverture à la concurrence. Vous êtes montré très volontariste sur cette question. Il y a déjà plus d'un an où vous militiez pour que la Bourgogne-Franche-Comté ouvre notamment ces petites lignes à la concurrence. Pourquoi le privé réussirait-il à faire mieux et moins cher que la SNCF ? Déjà, c'est pas le privé. La concurrence, oui, ou ce sont des filiales, de la SNCF, effectivement. Filiale de la SNCF, Transdev, Capitaux, Caisse des dépôts, c'est pas tellement privé. Quand c'est Arriva, une filiale de la Deutsche Bahn, c'est pas tellement privé. Les entreprises. Mais pourquoi vous, en tant qu'élu, vous militez pour anticiper cette ouverture à la concurrence ? Déjà, le 4e paquet ferroviaire oblige à le faire. Pourquoi Monsieur Gossard, voilà. La règle, c'est ça. Peut y avoir des exceptions. Voilà, les exceptions, il peut y avoir des exceptions, mais les conditions d'exception ne sont pas en réalité pour les réseaux TER. Ce que nous disons, l'ouverture à la concurrence, c'est un autre métier. Ce n'est pas passer une convention avec la SNCF. Il faut monter en puissance, en capacité pour le réaliser. Et ce que nous disons, à la lumière de ce qui s'est passé sur le fret ferroviaire, on est passé de tout à rien, ou de rien à tout. Selon le point de vue dont on se place. Il y a nécessité à apprendre à faire cela et à donner aux régions la capacité d'une montée en puissance progressive. C'est la raison principale. Michel Neugnot, très concrètement, quelle ligne et quand ? Puisque ça, nous sommes en 2019. train de finaliser la convention. Il y aura, pour l'ouverture à la concurrence, il faut attendre la loi pour que l'on puisse voir ça réellement. Nous donnerons 2 origines-destinations principales sur la région Bourgogne-Franche-Comté et nous choisirons le moment venu ce qui détériore moins la cohérence du réseau. Parce que là où je suis d'accord avec Donc vous voulez pas me dire quelle ligne et quand ? Mais non, parce que c'est pas encore arrêté, les élus de la majorité ne le savent pas encore. Il y a un an, vous nous parliez des lignes du Morvan, des lignes Autun-le-Creusot, de la ligne des Hirondelles, de Belfort-Del. Nous étions partis
dans le cahier des charges, un ensemble de lignes où l'origine-destination principale, c'était Nevers-Dijon. Il y avait effectivement les lignes du Morvan, il y avait effectivement la ligne des Hirondelles, il y avait effectivement Belfort-Del. Voilà. Mais ça, c'était pour engager la discussion avec la SNCF, et dans la convention réelle, nous déterminons lesquels désorganisent le moins le réseau tel qu'il est actuellement. Patrick Noblet, est-ce que les usagers ont à y gagner? Écoutez, si c'est pour le maintien de la ligne, oui, si c'est la condition, effectivement, ils ont tout à gagner. Le problème... Votre position au niveau national, hein, vous êtes pour l'ouverture à la concurrence au niveau national. Oui, on est pour l'ouverture à la concurrence régulée, monsieur Nuno. Nous sommes sous forme de délégation de service sur la public, même c'est ce qui existe position que la flotte au niveau national. Oui, on va le laisser répondre, monsieur Nogno, s'il vous plaît. C'est ce qui existe pour les réseaux urbains et ça fonctionne bien. Je ne pense pas qu'on puisse se targuer de dysfonctionnement. Le problème, je voudrais revenir très rapidement sur le car, parce que... non, mais très rapidement. Mais je veux bien qu'on avance quand même et qu'on parle de la concurrence. Toutes les lignes dont on parle, les horlogers et les hirondelles, il y a déjà la mixité. C'est-à-dire qu'il y a à la fois de la desserte ferroviaire et la desserte par car. Et la tentation est grande de l'opérateur et de l'autorité organisatrice de transport. Pas du tout, je ne vous permets pas de dire ça. Écoutez, je ne vous permets pas de dire ça. Les faits, en tout cas, vous contredisent. Non, monsieur Noblet, c'est la région qui sait ce qu'elle va faire et pas vous. Donc je ne vous permets pas de dire que notre position est de remettre la ligne des hirondelles ou la ligne des horlogers sur le car. C'est pas du tout ça. Ce n'est pas notre intention. Donc ne répondez pas à ma place. On en prend acte. Sur la concurrence. On ressortira les bandes si jamais votre position change. Ça se fait. Il faut surtout jauger le potentiel de ces lignes. Vous dites qu'elles sont peu fréquentées, c'est vrai. Mais est-ce qu'elles peuvent intéresser des concurrents de la SNCF? Alors, ça c'est le problème de la région. Je ne suis pas certain, moi, que les opérateurs privés se précipitent sur ces lignes-là, mais il y a un potentiel énorme, ne serait-ce que pour les frontaliers, entre Morteau et... La ligne des horlogers. Entre Pontarlier et Valorbe également. Pour l'instant, il y a un aller-retour pour les frontaliers. Il en faudrait plusieurs. Le problème du ferroviaire, c'est que c'est le premier train qui coûte cher. Après, c'est un système à coût croissant. Plus vous mettez de trains et plus vous rentabilisez le système. Donc on est loin de cette logique. C'est la logique que l'on a dans la convention. Il ne s'est pas exprimé, monsieur Gossard, sur la question de l'ouverture à la concurrence. Sur l'ouverture à la concurrence, d'abord, ce n'est pas une obligation. Cela, c'est une décision, s'il vous plaît, c'est une décision politique du gouvernement en fonction. Et donc, effectivement, il peut y avoir des dérogations, c'est son choix. Ce sera le cas pour l'Île-de-France qui n'est pas Alors, vous voyez, c'est-à-dire qu'on nous dit d'un côté que l'ouverture à la concurrence, elle doit avoir lieu fin 2019 en région, et puis à Paris, c'est 2033-2039. Le gros problème de l'ouverture à la concurrence, c'est que c'est la fin de la péréquation. C'est-à-dire aujourd'hui, s'il vous plaît, monsieur Nogno, je ne vous ai pas coupé. Vous avez l'habitude, je sais, mais ne me coupez pas. L'ouverture, la fin de la péréquation, c'est-à-dire que, en gros, les lignes qui marchent le mieux, on pourrait dire, financent celles qui marchent moins bien. Je ne dis pas qu'elles sont déficitaires, parce que c'est un investissement pour l'aménagement du territoire. Et c'est ce système qui fait que le système marche. Si demain on ouvre à la concurrence, on va sérier ligne par ligne, train par train, et effectivement, on va aller sur un modèle où on sera sur les seules lignes rentables. Et puis, regardons ce que ça fait l'ouverture à la concurrence au fret. 30% de moins, toute entreprise privée, toute entreprise confondue, l'opérateur historique et les entreprises privées. Demain, je suis désolé, une entreprise privée comme Colas Rail ou autre peut très bien prendre le marché de l'ouverture à la concurrence. Et en Angleterre, les prix ont augmenté de 117% en 20 ans. Ça, il faut quand même le dire aux usagers. Je pense qu'on rentre dans la discussion du café du commerce et il faut être un peu plus serein sur le sujet. Pourquoi vous dites ça? Non, mais je vous explique. Mais mélanger, on est dans un système très complexe. Mélanger ce qui s'est passé en Angleterre, mélanger le fret avec la problématique que nous avons, ce sont des problèmes totalement différents. Le fret, dans toute l'Europe, est en crise. Le fret dans toute l'Europe est en crise. Passons sur le fret, mais sur l'augmentation assez nette du prix des billets. En Angleterre, c'est réel.
Mais en Angleterre, l'État finance 70% de l'infrastructure. En France, l'État finance 30% de l'infrastructure. Donc vous voyez, on peut opposer les chiffres sur les modèles. Ce que je Très vite, s'il vous plaît. sur la partie, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce sont les régions qui, depuis 2002, sont en responsabilité. Ce n'est pas la SNCF pour les TER qui choisit ce que l'on doit faire. Ce sont les régions qui commandent. Et en région Bourgogne-Franche-Comté, je voudrais quand même le dire, la nouvelle convention, nous allons mettre 7% de trains en plus en circulation. Nous allons mettre 5% en plus de trains kilomètres. Donc nous ne sommes pas dans une politique malthusienne, nous sommes dans une politique du développement. Et les réformes que nous avons faites sur les 4 derniers mois de l'année amènent pour les occasionnels 21% de plus de fréquentation en Bourgogne-Franche-Comté et 40% de plus pour les jeunes. On a travaillé à casser le modèle tel qu'il était pour faire en sorte de développer. J'aimerais vous faire réagir à une remarque de Christine. Oui. À une remarque de Christine qui nous dit ces lignes, elle parle des petites lignes, alors vous n'aimez pas le terme encore une fois, mais ces lignes sont essentielles pour permettre à de nombreux salariés de zones isolées d'aller travailler dans les centres urbains. Cela limite la désertification des zones de moyenne montagne. Avec ce réseau aussi, il y a une notion d'aménagement du territoire, d'égalité du territoire. Vous êtes tous d'accord là-dessus, monsieur Noblet ? Oui, tout à fait. On ne parle pas de cet aspect-là, mais la transition écologique, l'aménagement du territoire, l'effet réseau, tout ça c'est du concret. Le transport pour les captifs, tout le monde n'a pas une voiture, effectivement. Est-ce que vous imaginez que Saint-Claude un jour ne soit plus desservi par la voie ferrée? Ils sont en train de se battre déjà pour garder leur hôpital et leur service public. C'est vraiment catastrophique. La Lure a failli connaître le même sort. Donc il est absolument nécessaire de maintenir le maillage ferroviaire. Très rapidement. Très rapidement. Le problème, on n'en a pas parlé, c'est le problème du financement du ferroviaire globalement. La CGT a des propositions, notamment sur la renationalisation des autoroutes. Et je vous remets d'ailleurs le rapport alternatif de la CGT avec les propositions de financement pour un vrai service public ferroviaire. Merci à tous les trois. Merci à tous les trois. Dans un instant, le flash d'information en région. À la semaine prochaine pour un nouveau débat.